Bonsoir à tous. À la une de cette édition, la construction prochaine du Centre de développement minier africain en Guinée. Une grande victoire remportée par le président Alpha Condé lors du sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Bientôt, l'installation des maires et leurs conseillers, c'est la principale information des travaux du comité de suivi. Cette installation concerne les communes urbaines et rurales dont les résultats ne souffrent d'aucune contestation. Un écrivain prolifique, Mamadi Keïta, 70 ans et 3 livres publiés à la fois. Ces ouvrages sont inspirés de faits réels. Une série de témoignages également sur l'univers politique et l'histoire. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée va bientôt abriter le siège du Centre de développement minier de l'Afrique, une bataille diplomatique remportée par le président Alpha Condé. La bonne nouvelle a été annoncée au cours du sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Sanassi Keïta. Nous sommes particulièrement encouragés par la déclaration. C'est une véritable bataille diplomatique gagnée par le président de la République au cours de ses assises de Nouakchott. La Guinée va bientôt abriter le siège du Centre africain de développement minier. Cela après plusieurs mois de tractations entre les grands pays miniers du continent. Ce qui est surtout remarquable pour la Guinée, c'est que nous avons remporté une grande victoire diplomatique aujourd'hui en obtenant le siège du Centre africain de développement minier. Et ceci, nous le devons surtout à la persévérance du président de la République et ainsi qu'à la pertinence et la clarté des arguments qu'il a avancés en appui à la candidature de la Guinée. Donc nous repartons très satisfaits après avoir remporté ce siège qui est très important. Les objectifs de ce centre minier africain qui va être construit en Guinée sont bien clairs. Il s'agit d'un centre qui va assurer ou promouvoir la coordination entre les pays africains producteurs de ressources minières afin qu'ils aient ensemble suffisamment d'influence pour influencer le cours des matières premières sur le marché mondial. Et deuxièmement, le centre aiderait à renforcer les capacités des pays miniers pour les aider à accélérer leur processus d'industrialisation à travers la transformation sur place de ces matières premières et créer ainsi de la valeur ajoutée et créer des emplois pour la population. C'est la première fois dans l'histoire pour la Guinée, l'un des pays fondateurs de cette organisation panafricaine, d'abriter une structure de l'Union africaine. Ce qui témoigne jour après jour du retour réel de la Guinée sur la scène internationale à travers justement la volonté irréversible affichée par le président de la République, Professeur Alpha Condé. À Conakry, journée chargée pour le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a reçu plusieurs ambassadeurs en audience ce mardi. Les entretiens ont porté sur le rehaussement des niveaux de coopération entre les pays de ses diplomates et la Guinée. Sur la feuille d'audience, il y avait aussi le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger. Compte rendu, Ousmane Bangoura. C'est un État qui soutient la Guinée dans les domaines de la construction des routes, des mines et des transports aériens. C'est pourquoi ici, l'ambassadeur des Émirats arabes unis est venu transmettre au Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, toute la disponibilité de son gouvernement à accompagner la volonté politique de l'État guinéen pour la réalisation de ces projets de développement. La rencontre a été portée sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, entre la Guinée et la République et l'État des Émirats arabes unis. Parler aussi de l'invitation du Premier ministre pour visiter l'État des Émirats arabes unis afin de rencontrer les autorités compétentes des Émirats arabes unis, de discuter des relations, du renforcement des relations entre les deux pays. Peu après, l'ambassadeur du Sénégal, Madame Anna Semou Faye, est reçue par le Premier ministre. Au cours de l'entretien, il a été question de discuter du maintien des axes de coopération entre nos deux pays. Les relations entre la Guinée et le Sénégal sont des relations toutes particulières.
Et le mot est même assez petit, à mon avis, assez modeste pour exprimer la réalité de ces rapports. Nous avons donc revisité un peu tout ce que nous entretenons ensemble, d'abord à travers nos plus hauts dirigeants, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et son frère et ami, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Nous avons tenu aussi à rappeler les axes de coopération qui existent d'ores et déjà entre nos pays et pour lesquels M. le Premier ministre a exprimé une très grande disponibilité pour nous accompagner, pour nous donner les voies et moyens qui permettront de renforcer cette belle coopération. Cette autre audience est celle accordée à l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. La Grande-Bretagne, à travers son ambassade de Guinée, réaffirme tout son engagement à assister la Guinée à développer les secteurs de l'énergie et du commerce. Et je suis venue parler avec le Premier ministre de l'engagement du Royaume-Uni en Guinée et de notre souhait d'élargir et de renforcer la coopération entre le Royaume-Uni et la Guinée, surtout dans le domaine du commerce. Et nous espérons bientôt recevoir le ministre des Mines, le ministre de l'Investissement à Londres pour en parler plus. La régulation de nos cours d'eau est la volonté affichée des responsables en charge de l'ABN. Entendez, autorité du bassin du Niger. C'est dans cette perspective que le secrétaire exécutif de l'ABN est venu chez le Premier ministre pour lui rendre compte des activités de l'institution afin de recueillir des orientations de l'autorité guinéenne. Nous avons des sujets importants que nous avons abordés. Le premier, c'est la réalisation des barrages Foumi. Parce que Foumi, nous le considérons un barrage très important et utile pour l'ensemble des pays. Et aussi, ce serait, selon notre souhait, l'ouvrage commun de l'ABN qui va servir l'ensemble de nos pays sur le bassin. Et aussi le deuxième, nous avons aussi des soucis à mieux faire au niveau des têtes des fleuves en ce qui concerne l'environnement. Au cours de ces différentes audiences, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à appuyer les actions des partenaires techniques et financiers en vue de faciliter l'exécution des projets. Il y a quelques jours, le prix du carburant à la pompe est passé à 10 000 francs guinéens le litre. Pourquoi ce réajustement? Les ministres en charge des hydrocarbures, du budget et du commerce étaient ce mardi face à la presse. Et à Silla. Depuis 48 heures, le litre de carburant est passé de 8 000 à 10 000 francs guinéens le litre à la pompe. Une augmentation de 2 000 francs qui défraie la chronique dans la cité. Sur les raisons de cette augmentation de carburant à la pompe, les ministres des hydrocarbures, du budget et du commerce se sont prêtés aux questions des journalistes. D'octobre 2017 à juin, cumulativement, l'État a dû renoncer à cette taxe à hauteur de 750 milliards environ. 750 milliards, c'est énorme. C'est un dérapage budgétaire de nature à rétrécir la surface financière de l'État et l'empêcher donc à investir dans le secteur qui nous préoccupe, le secteur de la santé, de l'éducation et ainsi de suite. Donc, entre-temps, l'État avait une limite puisque ce n'est pas une générosité qui peut aller à l'infini. Quand vous prenez la structure de prix, on est disposé à discuter des composantes avec vous. Chaque ligne de la structure appartient à un acteur. Pour aller rapidement, il y a une ligne qui appartient aux fournisseurs étrangers qui approvisionnent. Ça, c'est le coût d'achat. Il y a les frais locaux qui commencent par le quai, le stockage, la distribution, jusqu'aux marges des intervenants. L'État, s'il doit faire la subvention, c'est pour ça qu'on dit que la subvention, c'est la renonciation aux droits et taxes. L'État ne peut le faire que sous la contrainte de ces taxes. Le gouvernement a ouvert des négociations avec les partenaires sociaux sur les mesures d'accompagnement. Ceux qui parlent de la fixation unilatérale du prix du carburant à la pompe, il faut que la situation soit claire.
il faut distinguer les deux choses. Nonobstant l'accord de 2016, c'est que les questions relatives aux mesures d'accompagnement sont négociées avec les partenaires sociaux. La fixation du prix obéit au contexte économique national et international. Pour les membres du gouvernement, aucune spéculation des prix ne peut être observée. Aujourd'hui, certains produits de première nécessité sont de quelque manière ou d'une autre subventionnés par l'État parce que l'État fait de manière à ce que ces taxes-là ne puissent pas être prises en charge par les importateurs. Heureusement que les chambres de commerce se sont installées à travers tout le pays. Je dois rencontrer demain jeudi, en début d'après-midi, l'ensemble des représentants des chambres de commerce préfectorales et régionales, ainsi que du bureau provisoire de la chambre de commerce, pour que nous puissions discuter des mesures d'accompagnement qui pourraient être prises par le gouvernement dans le cadre de l'augmentation du prix du carburant. Les rencontres entre les partenaires sociaux et le gouvernement se poursuivent. Après cette édition, vous pourrez suivre les différentes explications dans un grand format que vous propose la télévision nationale. À ce sujet d'ailleurs, nous vous faisons lecture de ce communiqué suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe et à la notification ce jour 3 juillet 2018 de l'avis de grève de l'intercentrale CNTG-USTG. Le ministre en charge du travail et celui de la fonction publique portent à la connaissance des partenaires sociaux, syndicats, patronat, de l'ouverture des négociations sur les mesures d'accompagnement demain mercredi 4 juillet 2018 à 10 h dans la salle de réunion du CPA de la fonction publique. À cet effet, les ministres en charge du travail et celui de la fonction publique invitent les secrétaires généraux CNTG-USTG et les présidents des organisations patronales CPEG, CNPG, PAG à se faire accompagner par leurs équipes de négociation. Les ministres savent compter sur l'esprit de compréhension et de patriotisme qui a toujours animé les partenaires sociaux. Fait à Conakry le 3 juillet 2018, signé le ministre en charge du travail, Lansana Komara. Deuxième titre de l'actualité ce soir, l'installation prochaine des élus locaux, du moins ceux dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de l'administration du territoire lors de la 24e rencontre du comité de suivi. Le point avec Makale Souma. L'opposition est absente à cette rencontre, mais 5 mois après les élections communales, le comité de suivi des accords politiques décide sur proposition du gouvernement de mettre fin au statu quo et de passer à la vitesse supérieure dans les communes. Le département qui est le mien, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui n'est qu'une bicyclette, c'est une bicyclette, elle a 2 roues. Ce n'est ni un tricycle, une voiture à 4 roues, elle a 2 roues. Les 2 roues ont pour nom décentralisation et déconcentration. Mais l'une sans l'autre n'avance pas. Et donc le département est plongé dans une apathie générale qui ne saurait perdurer. Le gouvernement, à partir d'aujourd'hui, et par ma voix, sur l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement va procéder à la mise en place des conseils communaux et de leur exécutif sur les 330 où il n'y a pas de problème, et parallèlement nous continuons à résoudre les problèmes au niveau des 12 collectivités. Cessons de punir la majorité de nos collectivités. Aujourd'hui, aucune société minière ne paye de taxes parce qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseil, et c'est au détriment du développement communautaire. C'est une décision majeure. La CENI, de son côté, avance aussi sur la question de l'audit du fichier électoral et les autres questions connexes pour avoir un fichier électoral accepté de tous. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une réunion avec l'ensemble des partenaires pour essayer de finaliser, de valider ce processus de coordination technique de l'audit et de mettre tout le monde ensemble, échanger et s'accorder sur la participation de tous les acteurs au niveau de ce processus d'audit. Donc c'est en bonne marche. Nous avons travaillé avec eux
et nous sommes pratiquement en train d'aller vers la phase d'exécution de l'audit du fichier électoral. Quant à la loi sur la CENI, il a été rapporté par l'honorable Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle qu'un consensus est trouvé au niveau des 3 groupes parlementaires et qu'une première mouture est prête. Mais le vote de cette loi prévue ce mardi aurait été reporté au mois d'août pour respecter toute la procédure requise en la matière. Vous pourrez suivre d'autres précisions avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation juste après cette édition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, son passage à l'hémicycle pour présenter la politique générale du gouvernement continue d'inspirer la rédaction du journal télévisé de la RTG Coloma. Un des points abordés est la poursuite du dialogue politique et social. Comment réussir ce pari? Élément de réponse avec Ansouman Toumani Camara. Devant les élus du peuple, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité du dialogue politique et social dans le contexte actuel de la Guinée. Pour Dr Kassory Fofana, ce genre de concertation publique tient compte de la partition à jouer par chaque acteur de la vie nationale. D'ailleurs, son engagement à promouvoir cette plateforme de concertation nationale relève des prérogatives constitutionnelles du Premier ministre en Guinée. Si les intérêts des différents acteurs peuvent être divergents, seul le dialogue social et politique reste le cadre de concertation pour assurer une bonne gouvernance visant à promouvoir la justice sociale, les relations professionnelles équitables, le développement durable et la quiétude sociale. Avec tous ces avantages, les solutions proposées pour des sorties de crise en Guinée viennent des acteurs politiques. Mais de l'avis de certains politiques, la concertation doit privilégier les préoccupations sociales. Les problèmes dits politiques que nous avons, ce sont des problèmes relativement artificiels que certains créent pour faire prévaloir des intérêts personnels. En réalité, les vrais problèmes que la Guinée a à l'heure actuelle, ce sont des questions sociales. Pourquoi nous avons des problèmes à ce niveau? Parce qu'il y a des réformes en profondeur qu'il aurait dû faire depuis plus de 30 années qui ne sont pas engagées, qui nécessitent un effort national de tous. Et de ce point de vue, il faut un dialogue social inclusif, profond, pour casser les rigidités structurelles de la Guinée et aussi lutter contre les fragilités qui nous assaillent de part et d'autre. Depuis des années, l'organisation des élections en Guinée réveille des tensions sociales qui mettent en danger la stabilité du pays et du coup ralentit la dynamique de développement. La société civile met en cause la volonté citoyenne des hommes politiques. Chaque élection nous coûte financièrement. Ça coûte un budget sur le dos du contribuable. Et malgré tout ça, le contribuable, après les élections, n'arrive plus à dormir sur ses lauriers. C'est toujours des problèmes. Le dialogue politique et social comme une garantie à la stabilité du pays. Toutefois, le respect du cadre juridique et leur adaptation aux réalités du moment sont conseillés par certains Guinéens. Nos textes sont des textes qui ne sont pas complets, c'est-à-dire qui ont des insuffisances, qui ont des carences. Il faut les corriger. On ne peut pas dire qu'on ne peut jamais toucher un texte parce qu'il a été adopté par qui? Je dis bien par qui? Parce que ce n'est pas le peuple de Guinée qui a eu à se prononcer sur nos textes de loi. Donc chaque fois, il faut aller en négociation. Chaque fois, il faut modifier certains passages du texte, de nos textes de loi, alors que franchement, on peut essayer de faire le toilettage de tout ce texte de loi que nous avons. Je vais surtout parler de la Constitution. La Guinée, avec son plan national de développement économique et social, ambitionne figurer sur la liste des pays émergents du continent. La réalisation de ce programme de développement, avec tous les atouts humains et économiques, n'aura de handicap que la volonté de tous les Guinéens d'être positifs dans ce processus de transformation du pays. Éducation, avec la construction de collèges modernes dans le pays, les bailleurs de fonds suivent de près l'évolution des travaux. Ils appuient ainsi le programme sectoriel de l'éducation guinéenne. Abraham Christophe Kanté, Mohamed Seyar Souma.
Après la pose de la première pierre pour la construction des 72 salles de classe des collèges modernes dans la capitale et à l'intérieur du pays, les bâtiments sortent de terre. Une délégation des bailleurs de fonds visite les chantiers. C'est une action du programme sectoriel de l'éducation PSE sous financement de la Banque mondiale, de l'AFD et de l'UNICEF. Le projet vise à accroître la capacité d'accueil des écoles publiques du pays. J'avoue ma foi que dans tous les 3 chantiers où on est passé, nous avons rencontré la directrice de l'entreprise, les responsables de l'entreprise, également le responsable du bureau d'études. Et à chaque fois, nous avons cherché à comprendre est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce que l'état d'avancement est satisfaisant. Et nous avons eu des réponses positives. Que les chantiers avancent bien. Pour Conakry, 3 établissements bénéficient du projet. Le lycée Ahmed Sékou Touré du quartier Aviation, le lycée Boubacar Biro Diallo de Sangoya et la nouvelle école de Foula Madina. Chacune de ces écoles sera dotée de 12 salles modernes équipées de laboratoires et autres commodités. Je me réjouis de voir le chantier commencer et je suis content. Je ne dirais pas satisfait, mais je suis déjà content d'apprendre que d'ici le 20, la première dalle sera coulée. Et on a un délai contractuel de 12 mois, sur lesquels déjà 3 mois sont consommés. Donc je vois que le bâtiment, d'ici 9 mois, maximum 10 mois, il sera rendu. Avec le programme sectoriel de l'éducation, le gouvernement guinéen œuvre pour la qualification du système éducatif. Déjà, plusieurs collèges et lycées modernes sont construits à Conakry et à l'intérieur du pays. D'autres chantiers sont également en cours d'exécution pour améliorer la capacité d'accueil des établissements scolaires du pays. À Kobaya, les habitants devront bénéficier gratuitement des titres fonciers pour leur construction. Des travaux d'établissement du plan foncier sont lancés et sont menés par une équipe d'experts marocains et de cartographes guinéens. Martin Fansina Doudou. Les travaux préliminaires de l'établissement du plan foncier du quartier Kobaya sont lancés. Ils débutent par la densification du rattachement, une opération topographique qui consiste à identifier et à capter les anciennes délimitations des propriétés. L'exercice semble simple, mais compliqué. Les sites d'opérations actuels vont du rond-point de la cité Anko 5, en passant par la transversale numéro 6, la voie express au quartier Kobaya. L'IGN a fait les reconnaissances des bornes sur le terrain, les anciennes bornes. Elle a implanté de nouvelles bornes et elle a fait les observations avec les experts marocains. Et c'est sur ces bornes aujourd'hui que le plan guide, le projet phare va se baser pour faire la densification. Nous avons créé, à partir de 3 anciens points, nous avons créé 10 nouveaux points pour les utiliser dans les travaux topographiques futurs ici à Kobaya pour établir donc le plan foncier. Après cette première phase, le plan foncier sera établi pour chacun des propriétaires qui existent sur le terrain. Donc tous les propriétaires existants dans la zone du travail auront gratuitement leur plan foncier. L'opération met en branle les experts marocains, topographes, urbanistes, aménagistes et cartographes guinéens. C'est là pour réduire les conflits fonciers. Notre connaissance se limitait au plan cadastral dans le temps, où on faisait des lotissements propres, corrects, mais sans propriétaire. C'est après qu'on fait la gestion. Aujourd'hui, les gens y habitent. C'est différent du plan cadastral. On revient maintenant pour faire le plan foncier. Qui est où? Qui est propriétaire d'où? Pour que définitivement, qu'on cesse ces problèmes de litige de limite, litige de propriété, de succession, ça en finira et définitivement. Croyez-moi que si nous réussissons ce projet, la justice aura peu à faire dans ce pays. Peu à faire. Au terme de l'établissement du plan foncier du quartier Kobaya, considéré comme zone pilote, chacun des habitants de ce quartier exerçant sur une ou des parcelles va bénéficier gratuitement d'un titre foncier de propriété foncière réalisé aux frais de l'État.
Direction Koya, le bureau préfectoral de l'urbanisme engage la lutte contre les constructions et occupations anarchiques. Une opération de marquage est lancée. Tous les bâtiments et autres installations qui ne sont pas dans les normes seront rasés. Première partie de cette campagne, débarrasser les chaussées d'encombrants physiques. Tabansila. À 50 km de Conakry, la préfecture de Koya, principale porte d'entrée de la capitale guinéenne, se veut attrayante. Ces routes et grands parterres doivent être entretenus. Un défi que se fixe la direction préfectorale de l'urbanisme et de l'habitat. Avec le schéma d'aménagement de la ville de Conakry, qui s'étend aujourd'hui entre Koya et Dubreka, il est de notre devoir de restaurer un peu l'autorité de l'État à Koya, parce que les flancs de montagne qui sont derrière moi sont aujourd'hui envahis. Faute de quoi? Faute de l'érosion anthropique, c'est-à-dire les hommes, nous-mêmes, qui sommes à la base de cette occupation illégale. Du centre-ville en passant par le pont Kaka, la zone industrielle de Kouria et les flancs de montagne, la direction préfectorale procède partout au marquage des taudis, bâtiments et autres installations hors normes. Une activité encadrée par la gendarmerie départementale de Koya. Nous sommes auprès de nos frères civils cadres de la direction de l'habitat de Koya pour les sécuriser. C'est notre première mission. On a fait un premier marquage, mais ils sont revenus là-dessus. Mais il faut toujours qu'on insiste pour que le chasse, ce n'est pas la feuille de paille. Il faut que la zone là soit dégagée. Pour mémoire, la direction de l'urbanisme et de l'habitat de Koya n'est pas sa première sortie sur le terrain. Ces actions s'inscrivent dans la logique non seulement de la sécurité des citoyens, mais aussi une façon de débarrasser la ville et ses périphéries des encombrants physiques pour une meilleure circulation. À Mamon, les acteurs des filières élevage et agriculture se concertent. L'idée, c'est d'harmoniser leur vision autour du développement de ces deux domaines. Ils décident également d'y inclure la pêche. Mamadou Pate Baldé. Selon les experts du développement rural, il existe depuis quelques années un double emploi au niveau du producteur guinéen. Cela entraîne du coup une utilisation anarchique des pesticides, semences et certains itinéraires techniques de la production. Conséquence, les rendements baissent. La tenue de ces journées de concertation des acteurs répond à ce déficit à Mamon. Il y a une multitude d'acteurs et de partenaires qui sont sur le terrain. Mais en réalité, personne ne connaît ce que fait l'autre. Donc, pour harmoniser les activités, il faut une rencontre de ce genre afin que chacun arrive à se présenter et présenter ses activités et dire qu'est-ce qu'il fait et où il fait ses activités et quels sont ses problèmes. Et s'il y a des solutions dans la salle, on ne cherche pas les solutions qui sont sur place. Dans le cadre de ce projet, il y a déjà 2-3 résultats. Il y a un premier résultat pour réaliser des investissements en amont et en aval des filières retenues. Il y a aussi un résultat pour renforcer les capacités des acteurs actifs de différents maillons de filières pour qu'ils puissent mieux porter le processus. Et aussi, il y a un dernier résultat sur le dialogue sectoriel permettant les structures techniques, les opérateurs privés de discuter et permettant la concertation entre des acteurs de différents maillons de filières accompagnés par le projet. La concertation permet aux acteurs d'harmoniser les interventions et se rendre compte de la mission que chaque acteur joue dans le cadre de l'appui aux producteurs de la région. Donc ça nous a permis encore de mieux connaître, appréhender les problèmes des producteurs, des paysans et identifier surtout les problèmes de maladies et de ravageurs. Donc ce qui fait un plus pour réorienter nos programmes de recherche et cibler surtout la préoccupation réelle des producteurs. Le secteur agropastoral constitue un maillon essentiel dans le développement socio-économique. Les autorités de Mamon promettent d'accompagner ces cadres pour une plus grande productivité. L'actualité nationale, c'est aussi la mise en place d'une plateforme électronique de création d'entreprises. La démarche vise à appuyer les jeunes entrepreneurs à matérialiser leurs idées. D'autres nouvelles de la cité également, c'est dans la rubrique Guinée en bref, commentée ce soir par Algassi Boba. Le gouvernement, dans la dynamique de la promotion du secteur privé, met en place un système électronique national d'enregistrement d'entreprises. Ce système va faciliter la création rapide des entreprises à moindre coût, en moins de 24 heures.
Ce que le gouvernement espère, et le Premier ministre l'a rappelé dans sa lettre de politique générale, c'est véritablement d'avoir un secteur privé fort. Et pour avoir un secteur privé fort, il faut qu'il y ait un secteur privé formel, parce que c'est avec les entreprises formelles que le gouvernement va pouvoir aider et mettre en place des politiques incitatives. Parce que quand on évolue dans l'informel, on n'est pas reconnu. Désormais, des normes à l'international seront appliquées sur les outillages électriques en Guinée. Cela fait suite à la mise en place d'un comité électrotechnique national qui sera chargé de l'élaboration et de la vulgarisation de ces normes auprès de tous les acteurs du domaine de l'électricité. En direct avec les commerçants, parce que c'est l'État qui peut agir sur les commerçants. Nous conseillerons l'État, nous ferons notre travail que nous soumettrons à l'État avec les recommandations qu'il faut, mais sur la base des essais en laboratoire que nous allons faire avec démonstration à l'appui pour que l'État prenne les dispositions afin de protéger le consommateur guinéen. Rénovation et extension de l'école primaire de Mali 1. L'initiative va changer le visage et la qualité d'accueil de ce temple du savoir abandonné il y a des années. Le Japon et l'Union pour le développement durable de la Guinée financent la rénovation et l'extension. L'enveloppe s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Nous allons continuer à travailler dans le domaine de l'éducation, car l'éducation est un moteur de développement économique. La priorité de la coopération japonaise, c'est toujours à l'éducation. Il a 70 ans et vient de publier 3 livres à la fois, des ouvrages qui racontent la réalité, l'histoire, mais aussi qui sont des enseignements sur la politique. Entre autres, l'auteur Mamadi Keïta a impressionné plusieurs de ses pairs écrivains. Diamokaba. Mamadi Keïta entre dans les rangs des écrivains guinéens. À 70 ans, ce dramaturge et poète publie ses 3 premiers livres intitulés 5 hommes d'État à la barre pour la réconciliation nationale, les 100 grandes dates de l'histoire de la Guinée, de 1850 aux accords politiques d'octobre 2016 et le crépuscule d'une république bananière. Des ouvrages qui s'inscrivent dans la stratégie de développement de la Guinée dédiée à la nouvelle génération. Je leur demande un sursaut pour que, d'abord, elles s'approprient de notre histoire qui est mal interprétée. Or, quand on ne crée pas le passé, on ne peut pas cerner le présent, encore moins l'avenir. Nous sommes venus massivement ici pour le soutenir, pour lui dire que nous l'accueillons dans notre cercle, qu'il est là, qu'il est aussi bien reçu dans le cercle que tous les autres qui ont fait le pas avant lui. Nous l'encourageons et nous pensons qu'il va continuer à publier. Depuis de nombreuses années, Mamadi Keïta s'est forgé une solide réputation pour son intérêt à la Guinée et pour son implication dans la formation des jeunes étudiants. Il a créé le club Zénith Afrique Culture pour partager ses connaissances auprès du public juvénile. Ces livres abondamment illustrés par les histoires de la Guinée sont mis en scène par ses disciples. Les résumés qui ont été présentés tout à l'heure sont édifiants. Le premier, qui est même traduit sous forme de théâtre, est un appel vraiment à la logique, à tous les hommes politiques, pour qu'ils prennent en compte les souhaits de leur peuple. Le deuxième, qui parle du procès de l'histoire, peut donner à réfléchir à beaucoup de sociologues, d'historiens dans notre pays, pour revisiter notre passé et faire en sorte que nous puissions extirper en nous les démons de la division. Titulaire d'un diplôme en biologie, Mamadi Keïta est passionné d'écriture depuis 1967. Il est aussi auteur de plusieurs pièces de théâtre et de poésie. Mamadi a achevé la rédaction de ses ouvrages au bout d'une année. Des ouvrages édités par Edilivre, une maison des éditions françaises.
Une note un peu triste. Aboubakar Bruno Bangoura, ancien président de la Fédération guinéenne de football et ancien sociétaire du AFIA 77, vient de tirer sa révérence. Il est décédé ce mardi à Conakry des suites d'une crise cardiaque. Bruno Bangoura a été pendant plusieurs années directeur général adjoint des douanes. Il était âgé de 58 ans. Le programme de ses obsèques sera communiqué par la Direction nationale des douanes. Paix à son âme. Amen. La Suède et l'Angleterre se qualifient pour les quarts des finales. Suède 1-0 contre la Suisse et l'Angleterre qui vient de battre la Colombie au tir au but. C'est la fin de cette édition d'information. Tout à l'heure, les explications du ministre de la